Destin tragique. L'affaire Kelly Lane. Grossesse cachée et rêve olympique. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Destin tragique, le podcast qui explore les parcours captivants et souvent tragiques de personnes connues ou inconnues à travers le monde. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'affaire Kelly Lane, une histoire qui a secoué l'Australie et continue de soulever des questions plus de 2 décennies après les faits. Imaginez une jeune athlète prometteuse, une joueuse de water-polo talentueuse avec des rêves olympiques. Maintenant, imaginez cette même femme accusée du meurtre de son propre enfant, un bébé dont le corps n'a jamais été retrouvé. C'est l'histoire de Kelly Lane, condamnée pour le meurtre de sa fille Tegan, née en 1996. Une affaire qui mêle secret, mensonge et une quête de vérité qui dure depuis plus de 20 ans. Soyez prêts, car l'histoire de Kelly Lane commence maintenant. Notre histoire se déroule à Sydney, joyau urbain de l'Australie, niché sur la côte est de la Nouvelle-Galles du Sud. En cette décennie 1990, la ville est en pleine effervescence, se préparant avec fébrilité à accueillir les Jeux Olympiques de 2000. Le cœur de Sydney bat au rythme des travaux. Partout, des grues s'élèvent vers le ciel, redessinant la silhouette de la ville. À Homebush Bay, autrefois zone industrielle délabrée, un immense chantier prend forme. Le futur parc olympique émerge de terre, promesse de grandeur et de renouveau. Les ouvriers s'affairent jour et nuit, leurs casques jaunes formant une mer mouvante sous le soleil australien. Dans le centre-ville, le célèbre Harbour Bridge, colosse d'acier enjambant la baie, observe avec bienveillance la transformation de sa ville. À ses pieds, l'emblématique Opéra de Sydney, avec ses voiles blanches caractéristiques, brille d'un éclat nouveau. Ses tuiles, fraîchement nettoyées, scintillent sous la lumière australe, prêtes à éblouir les visiteurs du monde entier. Un matin de 1998, sur la mythique plage de Bondi Beach, 2 amis, Jack et Tom, tous deux la vingtaine bien entamée, bronzés et athlétiques, sirotent leur café à la terrasse du Bondi Icebergs, célèbre club de natation surplombant l'océan. Jack, ses cheveux blonds décoiffés par la brise marine, s'exclame soudain « Tu te rends compte, mate ? Dans quelques années, les meilleurs athlètes du monde seront ici. Chez nous !» Tom, ajustant ses lunettes de soleil, acquiesce avec enthousiasme. « Ouais, c'est dingue. J'ai entendu dire que l'équipe féminine de water-polo a de grandes chances de médaille. Il paraît qu'il y a une fille qui élit quelque chose. Elle est vraiment prometteuse. » Un groupe de surfeurs passe devant eux, planche sous le bras, ajoutant une touche de couleur à la scène déjà pittoresque. L'odeur de crème solaire et d'eau salée flotte dans l'air, mêlée aux effluves de café et de croissants fraîchement sortis du four. Cette conversation anodine illustre parfaitement l'ambiance qui règne à Sydney à cette époque. Une ville en pleine métamorphose, portée par des rêves de grandeur et de gloire olympique. Les habitants, qu'ils soient banquiers de Martin Place en costume 3 pièces ou artistes bohèmes de Newtown aux cheveux colorés, partagent tous la même excitation. Mais derrière cette façade étincelante, Sydney, comme toute métropole, a ses zones d'ombre. Dans les quartiers défavorisés de l'Ouest, comme Blacktown, la réalité est moins reluisante. Ici, loin des plages dorées et des gratte-ciels rutilants, la pression pour réussir et la perspective des Jeux semblent lointaines et inaccessibles. Un soir, dans un pub sombre de Redfern, quartier aborigène en pleine gentrification, un entraîneur de natation discute à voix basse avec une jeune nageuse prometteuse. Écoute Sarah, si tu veux vraiment faire partie de l'équipe olympique, il va falloir que tu fasses des sacrifices. Tu comprends ? Sarah, 17 ans, les épaules musclées témoignant de ses heures d'entraînement, hoche la tête, l'air résigné. Je comprends, je ferai ce qu'il faut. C'est dans ce contexte de rêve olympique et de pression sociétale que notre histoire va se dérouler. Une histoire qui va révéler les côtés sombres qui se cachent parfois derrière la gloire sportive, dans une ville où l'ambition et le désir de briller peuvent parfois pousser certains jusqu'à leurs limites. Mais revenons-en à notre protagoniste, Kelly Lane. Elle naît le 21 mars 1975 dans la banlieue cossue de Manly, au nord de Sydney.
La maison familiale, une élégante villa coloniale aux murs blancs et aux volets bleus, se dresse fièrement sur Ocean View Road, offrant une vue imprenable sur les eaux scintillantes de la baie. Sandra Lane, sa mère, est une ancienne infirmière de l'hôpital de Manly. Ses cheveux blonds coupés courts et son sourire chaleureux en font une figure appréciée du quartier. Robert Lane, son père, est un policier respecté, récemment retraité. Grand et athlétique, il garde de sa carrière une posture droite et un regard perçant. La voisine des Lane, Margaret Wilson, se rappelle certaines scènes familiales dont elle était la témoin privilégiée depuis sa véranda. Je me souviens de Kelly, une petite fille de 8 ans aux longs cheveux blonds qui courait dans le jardin avec son frère Patrick. Ils jouaient au cricket, riant aux éclats. Sandra, leur maman, s'affairait autour du barbecue, le parfum des saucisses grillées embaumait l'air. Robert, lui, bavardait avec les voisins, une bière à la main. On aurait dit une publicité pour le rêve australien. Dès son plus jeune âge, Kelly montre un talent exceptionnel pour le sport. À 8 ans, elle participe déjà à des compétitions de natation locales. Le centre aquatique de Manly, avec ses bassins olympiques et son architecture moderniste, devient sa deuxième maison. Un samedi matin de 1983, Robert et Sandra sont assis dans les gradins, observant leur fille fendre l'eau avec une grâce naturelle. « Regarde-la nager, Sandra », murmure Robert, les yeux brillants de fierté. « Elle a un don. Je te parie qu'un jour on la verra aux Jeux olympiques. » Sandra sourit, posant une main apaisante sur le bras de son mari. « Ne lui mets pas trop de pression, chérie, mais c'est vrai qu'elle est douée. » Les années passent et Kelly entre à la McKellar Girls High School. L'établissement, niché au cœur de Manly, est réputé pour son excellence académique et sportive. Kelly s'y épanouit, devenant rapidement une élève populaire. Elle excelle dans tous les sports, mais c'est le water-polo qui devient sa passion. Emily Thompson, une ancienne camarade de classe, se souvient. « Kelly ? Oh, elle était la star de l'école, toujours souriante, excellente en sport. Ses cheveux blonds étaient toujours attachés en queue de cheval et elle portait fièrement l'uniforme de l'équipe de water-polo. On pensait tous qu'elle irait loin. Mais Emily se souvient aussi. C'était en 1991, je crois. Kelly venait de marquer le but décisif lors d'un match important. On l'a tous porté en triomphe. Si seulement on avait su. Car derrière cette façade de perfection se cache une vie de secret. Entre 1992 et 1999, Kelly tombe enceinte pas moins de 5 fois. Les 2 premières grossesses se terminent par des avortements. La 3e et la 5e aboutissent à des adoptions. Et puis il y a Tegan, sa 4e grossesse, celle qui va changer sa vie à tout jamais. Comment Kelly parvient-elle à cacher ses grossesses ? Elle use de stratagèmes ingénieux. Dans les vestiaires du centre aquatique, entre 2 entraînements, une scène révélatrice se joue. « Tu es sûre que ça va, Kelly ?» demande Sarah, sa coéquipière, inquiète de voir Kelly enfiler un maillot de bain plus large que d'habitude. « Tu as l'air différente. » Kelly force un sourire, ajustant nerveusement son maillot. « Oui, je sais. C'est juste que j'ai changé mon régime pour être plus performante. Ça me fait prendre un peu de poids, mais c'est temporaire. » Sarah hoche la tête, pas tout à fait convaincue, mais n'insiste pas. Quant au père de ses enfants, Kelly les rencontre lors de soirées animées dans les pubs de Manly ou lors de matchs de rugby. Parfois, ce sont des connaissances de longue date. Elle ne leur parle jamais de ses grossesses, préférant gérer seule ces situations dans le secret de sa chambre d'adolescente, aux murs couverts de posters de nageurs olympiques. Pourquoi ne pas avorter à chaque fois ? La réponse est complexe. Parfois, elle découvre sa grossesse trop tard, comme lors de sa 3e grossesse en 1995. D'autres fois, c'est la culpabilité qui la ronge, nourrie par son éducation catholique et les messes du dimanche à l'église de Manly. Et puis il y a cette pression sociétale, cette image de perfection qu'elle doit maintenir à tout prix dans cette communauté soudée où tout le monde se connaît. En 1995, Kelly fait partie de l'équipe australienne junior qui remporte la médaille d'argent au championnat du monde au Québec. Ce qu'ignore le public, c'est qu'elle vient tout juste d'accoucher de son premier enfant, donné en adoption. De retour à l'entraînement dans la piscine olympique du centre aquatique de Sydney, une coéquipière s'exclame « Kelly, c'est incroyable ce que t'as fait au championnat. Comment t'as fait pour être en si grande forme ?» Kelly sourit, cachant son malaise derrière ses lunettes de natation. « Oh, tu sais, beaucoup d'entraînement et une bonne alimentation, rien de plus. » Kelly mène une double vie. D'un côté, elle est l'athlète prometteuse, la coach de water-polo appréciée à l'école Ravenswood pour filles, la petite amie du joueur de rugby Duncan Gillies. De l'autre, elle est une jeune femme qui dissimule ses grossesses, donne naissance en secret et prend des décisions qui vont la hanter pour le reste de sa vie. Un soir de septembre 1996, alors qu'elle est enceinte de son 4e enfant, Tegan, Kelly reçoit un appel de Duncan.
Elle est assise sur son lit, dans sa chambre d'enfant devenue trop petite pour contenir ses secrets. Les rires et les conversations de ses parents lui parviennent du salon, augmentant son sentiment d'isolement. « Chérie, on sort ce soir ?» La voix enthousiaste de Duncan résonne dans le combiné. « Les gars organisent une fête pour célébrer notre victoire au pub. Ça te dit ?» Kelly, le cœur serré, passe une main sur son ventre dissimulé sous un large sweatshirt. Je peux pas, j'ai un rendez-vous médical important. Encore ? Le ton de Duncan trahit son inquiétude. Ça va, t'es sûr ? Oui, ne t'inquiète pas. On se voit demain, ok ? Kelly raccroche, le cœur lourd. Elle se prépare à aller à l'hôpital, sachant qu'elle va donner naissance à un enfant dont personne ne connaît l'existence. Elle jette un dernier regard à sa chambre, aux trophées alignés sur l'étagère, aux photos d'elle souriante avec ses amis. Combien de temps pourra-t-elle encore maintenir cette façade ? Ces conversations, ces mensonges, sont devenus une seconde nature pour Kelly. Elle jongle entre sa vie publique d'athlète prometteuse et sa vie privée marquée par des grossesses secrètes et des décisions difficiles. Chaque jour est un numéro d'équilibriste, chaque interaction, un potentiel danger. C'est dans ce contexte de secret et de dissimulation que l'affaire qui va bouleverser sa vie commence à prendre forme. Kelly Lane, l'espoir olympique australien, porte en elle un secret qui, une fois révélé, va choquer toute une nation et remettre en question tout ce que l'on croyait savoir sur elle. Le conte de fées de la banlieue de Manly s'apprête à virer au cauchemar, et personne ne s'y attend. Le 12 septembre 1996, une journée chaude et ensoleillée typique du début du printemps australien, Kelly Lane donne naissance à Tegan à l'hôpital d'Auburn, dans l'ouest de Sydney. L'établissement, un bâtiment de briques rouges datant des années 70, bourdonne d'activité. C'est la 4e grossesse de Kelly, mais comme les précédentes, elle l'a gardée secrète. Personne dans son entourage ne sait qu'elle vient d'avoir un bébé. Dans la salle d'accouchement, une infirmière, une femme d'une 40aine d'années aux cheveux grisonnants et au visage bienveillant, observe Kelly avec curiosité. Plus tard, elle se souviendra. Elle semblait calme, presque détachée. Je me souviens avoir pensé que c'était étrange qu'aucun membre de sa famille ne soit venu la voir. La plupart des nouvelles mères sont entourées de proches, mais Kelly était seule. Son calme était presque inquiétant. Le 14 septembre, 2 jours après la naissance, le couloir de la maternité est animé. Des familles entrent et sortent, les bras chargés de fleurs et de peluches. Au milieu de cette agitation, Kelly se prépare à quitter l'hôpital avec Tegan. L'infirmière de service, Jenny Clark, une jeune femme aux cheveux roux et au sourire chaleureux, entre dans la chambre 23. « Mademoiselle Lane, vous êtes prête à partir ?» demande-t-elle en vérifiant le dossier accroché au pied du lit. Kelly, tenant Tegan dans ses bras, hoche la tête. Le bébé, enveloppé dans une couverture rose, dort paisiblement. « Oui, je suis prête », répond Kelly d'une voix calme. Jenny jette un coup d'œil dans le couloir, s'attendant à voir un proche. « Vous avez quelqu'un pour venir vous chercher ?»« Non, ça ira », répond Kelly, évitant le regard de l'infirmière. Jenny fronce légèrement les sourcils, mais n'insiste pas. Le règlement de l'hôpital n'interdit pas aux mères de partir seules, même si c'est inhabituel. Elle regarde Kelly quitter l'hôpital avec le bébé, sans se douter qu'elle serait l'une des dernières personnes à voir Tegan. Quelques heures plus tard, vers 15h, Kelly arrive chez ses parents. Sandra Lane, sa mère, sort sur le perron, surprise de voir sa fille. « Kelly, ma chérie !» s'exclame-t-elle. Puis remarquant l'air fatigué de sa fille, « T'as l'air épuisée, tout va bien ?» Kelly force un sourire, ajustant nerveusement son sac sur son épaule. « Oui, maman, t'inquiète pas. Je suis juste un peu stressée pour le mariage de ce soir. Je suis venue me préparer ici, si ça te dérange pas. » Sandra hoche la tête, sans se douter du drame qui se joue. « Bien sûr, entre. Tu veux que je te prépare quelque chose ?» En effet, le soir même, Kelly assiste au mariage de son amie d'enfance, Emma, au Manly Golf Club. La salle de réception, décorée de fleurs blanches et de rubans dorés, brille de mille feux. Vêtue d'une robe blanche qui dissimule parfaitement les traces de sa récente grossesse, Kelly danse et socialise comme si de rien n'était. Son petit ami de l'époque, Duncan Gillies, un joueur de rugby au physique imposant et au sourire charmeur, est avec elle. Il n'a aucune idée que quelques heures plus tôt, Kelly a donné naissance à un bébé. Pendant que l'orchestre joue une ballade romantique, Duncan attire Kelly sur la piste de danse. « Tu es magnifique ce soir », lui murmure-t-il à l'oreille. Kelly sourit, mais ses yeux bleus trahissent une profonde tristesse que Duncan ne remarque pas. Que s'est-il passé entre le moment où Kelly a quitté l'hôpital avec Tegan et son arrivée chez ses parents? Où est passée Tegan? Ces questions
vont hanter les enquêteurs pendant des années, transformant ce qui semblait être une histoire de réussite sportive en l'un des mystères les plus troublants de l'histoire criminelle australienne. L'enquête sur la disparition de Tegan Lane commence véritablement en 1999 dans les locaux austères du commissariat de Manly. Les murs beiges défraîchis et l'odeur de café froid créent une atmosphère pesante lorsque l'inspecteur principal, un homme d'une cinquantaine d'années au visage marqué par des années d'enquête difficiles, reçoit un appel qui va bouleverser sa carrière. « Bonjour inspecteur », répond une voix féminine. « Je suis Anne Davis des services sociaux. Nous avons découvert l'existence d'un bébé non enregistré né de Kelly Lane en 1996. Quelque chose ne colle pas dans cette histoire. »« Kelly Lane, la championne de water-polo ?»« Exactement. Nous pensons que vous devriez enquêter. » Quelques jours plus tard, dans une salle d'interrogatoire austère du commissariat, l'atmosphère est tendue, l'air lourd de non-dit. « Mademoiselle Lane, pouvez-vous nous en dire plus sur cet homme que vous avez mentionné, Andrew Morris ?» Kelly, visiblement nerveuse, tripote le bord de sa manche. Ses yeux bleus, autrefois pétillants de confiance, sont maintenant voilés d'anxiété. Elle prend une profonde inspiration avant de répondre. Je l'ai rencontré au pub, à Balmain. C'était un vendredi soir en juin 1996, je crois. Il était grand, brun, avec des yeux verts. On a commencé à discuter au bar. Elle marque une pause, semblant se perdre dans ses souvenirs. On s'est revus plusieurs vendredis de suite. Il m'a dit qu'il vivait dans un appartement à Balmain avec sa compagne, Mélanie. Je n'ai jamais rencontré Mélanie, mais Andrew m'a dit qu'elle travaillait dans la vente au détail. « Et quand avez-vous décidé de lui confier Tegan ?» Le visage de Kelly se crispe légèrement. Quand j'ai su que j'étais enceinte, je lui en ai parlé. Il a dit qu'il prendrait ses responsabilités. Et le jour où j'ai quitté l'hôpital, je l'ai appelé d'une cabine téléphonique. Il est venu me chercher en voiture et je lui ai remis Tegan. Avez-vous des informations plus précises? Une adresse, un numéro de téléphone? Kelly secoue la tête, ses yeux se remplissant de larmes. Non, je m'en souviens pas. Ça fait si longtemps, j'étais tellement stressée à l'époque avec les compétitions de water-polo et tout le reste. Ces déclarations vagues et l'impossibilité de retrouver Andrew Morris éveillent rapidement les soupçons des enquêteurs. Malgré des recherches approfondies, parcourant les registres de naissance, les listes électorales et même les réseaux sociaux naissants, aucune trace de cet homme n'est trouvée. L'enquête prend une nouvelle dimension lorsque les policiers découvrent que Tegan n'est pas le seul secret de Kelly. Entre 1992 et 1999, ils découvrent qu'elle a eu 5 grossesses, dont 2 se sont terminées par des avortements et 2 par des adoptions. Et toutes ces grossesses ont été soigneusement cachées à son entourage. Le 17 novembre 2009, dans un rebondissement spectaculaire, Kelly Lane est finalement inculpée du meurtre de Tegan. Le procès débute le 9 août 2010, présidé par le juge Anthony Wheely dans l'imposante Cour suprême de Nouvelle-Galles du Sud. La salle d'audience est pleine à craquer, l'atmosphère électrique. Les journalistes griffonnent frénétiquement dans leurs carnets, tandis que les caméras de télévision attendent à l'extérieur, prêtes à capturer chaque moment de ce procès qui passionne l'Australie. « Mesdames et messieurs du jury », commence le procureur Mark Tedeschi, sa voix résonnant dans la salle silencieuse. L'affaire qui vous est présentée aujourd'hui est celle d'une jeune femme qui, pour protéger son image et sa réputation, a pris la décision la plus terrible qui soit, celle de tuer son propre enfant. Le procès dure 6 mois, au cours desquels le jury entend une multitude de témoignages et d'expertises. L'accusation présente un cas entièrement circonstanciel, sans corps, sans scène de crime, sans témoin direct du meurtre présumé. La défense, menée par Keith Chappell, plaide l'innocence de Kelly, soutenant sa version selon laquelle elle a remis Tegan à son père biologique. « Ma cliente n'a jamais eu l'intention de nuire à son enfant », argumente Chappell, sa voix empreinte de conviction. Elle a pris une décision difficile, celle de confier son bébé à son père, mais ce n'était pas un meurtre. Malgré l'absence de preuves directes, le jury rend finalement un verdict de culpabilité le 13 décembre 2010. Kelly Lane est reconnue coupable du meurtre de Tegan et de 3 chefs d'accusation de faux témoignages. Le 15 avril 2011, dans une salle d'audience tendue, le juge Wheely prononce la sentence. « Kelly Lane, levez-vous. Pour le meurtre de votre fille Tegan, je vous condamne à 18 ans d'emprisonnement. Vous serez éligible à la libération conditionnelle à partir de mai 2024. » Kelly, pâle et tremblante, est emmenée hors du tribunal sous les flashs des photographes. Ses yeux, autrefois pleins de promesses olympiques,
sont maintenant vides, fixant un point invisible au loin. Elle laisse derrière elle une salle d'audience sous le choc et un pays divisé sur la justice de ce verdict, se demandant si la vérité sur le sort de Tighan sera un jour révélée. L'affaire Kelly Lane a profondément marqué la société australienne, soulevant de nombreuses questions sur la justice, la maternité et les préjugés sociaux. Tout d'abord, le cas a mis en lumière les limites du système judiciaire australien, en particulier dans les affaires de meurtre sans corps. Le fait que Kelly Lane ait été condamnée sur la base de preuves circonstancielles, sans qu'aucune trace de Tighan n'ait jamais été retrouvée, a suscité de vifs débats. L'affaire a également mis en lumière les pressions sociales auxquelles les femmes sont confrontées, en particulier dans le monde du sport de haut niveau. Le fait que Kelly ait caché ses grossesses par crainte que cela n'affecte ses chances de participer aux Jeux olympiques a soulevé des questions sur la place des femmes dans le sport professionnel. Les faits ont également suscité un débat national sur l'adoption et le soutien aux mères célibataires. Beaucoup se sont demandé si Kelly aurait agi différemment, si elle avait eu accès à plus de soutien et de ressources. Nous devons faire mieux pour soutenir les femmes qui se retrouvent dans des situations difficiles, déclare une travailleuse sociale lors d'une conférence sur les droits des femmes. L'affaire Kelly Lane montre les conséquences tragiques qui peuvent survenir lorsque les femmes se sentent acculées et sans option. En conclusion, l'affaire Kelly Lane reste l'une des plus énigmatiques et controversées de l'histoire criminelle australienne. Plus de 2 décennies après la disparition de Tighan, de nombreuses questions restent sans réponse. La condamnation de Kelly Lane continue